Nous en choisirons deux qui sont tout à fait représentatifs, les deux plus grands sophistes, Protagoras et Gorgias. Et puis, je vous lirai quelques textes qui vous permettront de comprendre concrètement de quoi il s'agit. Protagoras d'Abdère. Protagoras d'Abdère était connu, en particulier, par un petit détail, c'était le montant des honoraires. Bon, il appréciait sa science à un certain prix, dans tous les sens du terme. Bon. Alors, quelles sont les sentences, n'est-ce pas, les plus importantes de sa doctrine, si on peut parler de doctrine? Et je vous le disais, l'homme est la mesure de toute chose. C'est de son grand axiome, si j'ose dire. L'homme est la mesure de toute chose, celle qui existe et celle qui n'existe pas. L'homme est la mesure de toute chose, celle qui existe et celle qui n'existe pas. Bon, c'est-à-dire, eh bien, ce que je vois qui existe, ce que je considère comme existant, ça existe. Ce que je considère comme n'existant pas, ça n'existe pas. C'est l'homme qui est la mesure de cela. C'est pas... Par un certain bon sens, on aurait tendance à dire le contraire, mais non, c'est les choses qui doivent mesurer ma connaissance, et bien non. C'est l'homme qui est la mesure de toute chose, celle qui existe et celle qui n'existe pas. Ce qui fait que les propositions contradictoires sont toutes vraies ensemble. Les propositions contradictoires sont toutes vraies ensemble. Si on peut affirmer et nier les mêmes choses. Il est possible de nier et d'affirmer les mêmes choses. C'est tout vrai ensemble. Autre manière d'exprimer la même chose, mais tout cela est à peu près équivalent, ce qui apparaît est vrai. Ce qui apparaît est vrai. Les choses m'apparaissent ainsi, c'est vrai. Bon, elles apparaissent ainsi à toi, mais c'est vrai aussi. L'homme est la mesure de toute chose, donc chacun est la mesure du monde, bien sûr. Aujourd'hui, nous appellerions ça le subjectivisme. C'est exprimé de manière toute simple. Hein. Aujourd'hui, on exprime ça de manière avec tout un appareil et tout un vocabulaire extrêmement élaboré. Chez les sophistes, on ne trouve pas cet appareil et ce vocabulaire, mais c'est la même chose fondamentalement. Tout ce qui apparaît est vrai. Alors, en particulier, on disait qu'il était athée parce qu'il disait « Des dieux, j'évite de dire s'ils existent ou s'ils n'existent pas. Des dieux, j'évite de dire s'ils existent ou s'ils n'existent pas. » C'est-à-dire, ça correspondrait à ce qu'on appellerait aujourd'hui l'agnosticisme. Qu'est-ce qu'on peut savoir des dieux? Voilà les sentences les plus célèbres de Protagoras d'Abdère. Vous voyez que ça correspond donc à une... Je ne dirais pas une doctrine, vous voyez, l'un d'entre vous m'a posé la question la dernière fois, mais est-ce que cette thèse que vous avez apportée sur le langage, s'ils affirment que c'est une doctrine, alors ils se contredisent eux-mêmes. Mais en fait, c'est de fait le grand problème des sophistes, c'est l'argument qu'utilise Aristote contre eux d'ailleurs, c'est que si le sophiste affirme que l'homme est la mesure de toute chose, ou que les propositions contradictoires sont toutes vraies ensemble, alors il affirme en même temps le contraire. Donc c'est une doctrine qui n'y a pas, qui se contredit elle-même. Effectivement, c'est un des arguments que vous verrez en pétériologie plus en détail. Bien. Je pense que vous n'avez pas de peine à rapprocher ces sentences des sophistes avec beaucoup d'arguments qu'on peut entendre aujourd'hui même, plus ou moins. Un autre sophiste célèbre également, Gorgias de Leontium, en Sicile. On dit Leontini aujourd'hui. Gorgias de Leontium, en Sicile. Petite anecdote, il était célèbre par le fait qu'on lui avait, à Delphes, érigé une statue en or. Alors, lui a été, disons, moins connu pour des grandes affirmations, mais plutôt pour certaines œuvres. Il a écrit plusieurs plaidoiries fictives sur des grands personnages de l'Antiquité. Par exemple, Hélène. Il a écrit une éloge d'Hélène, une apologie d'Hélène. Bon, vous savez qui est Hélène, j'espère. Eh bien, donc Gorgias, a fait un discours, n'est-ce pas, pour faire comme s'il était l'avocat d'Hélène. Voilà, en quelque sorte, une sorte de plaidoirie fictive. Il en avait également fait une autre, si je ne m'abuse. Sur Palamède. Palamède déjoua la ruse d'Ulysse en feignant la folie au siège de Troie. Mais plus tard, il périt victime des calomnies. Personnage donc de la guerre de Troie aussi. Et là encore, Gorgias fait une plaidoirie.
les doigts. Du point de vue philosophique, il est connu surtout pour son traité du non-être. Ce traité du non-être que je vous citais la dernière fois, qui consiste à prétendre démontrer que rien n'existe. Rien n'existe. Et si quelque chose existait, on ne pourrait pas en parler. Et si on pouvait en parler, ça signifierait rien. Il y a tout un raisonnement qu'on pourrait analyser du point de vue de la logique formelle. C'est un excellent exercice de logique formelle. Quand vous aurez étudié le syllogisme, vous pourrez analyser cette chose-là, c'est assez intéressant. Il n'y a rien, ni être ni non-être. Et l'être, s'il existait, ne serait pas pensé. Et l'être même pensé échapperait au langage. Voilà. Il n'y a rien dit. Alors en fait, à quoi revient la sophistique dans la pratique? Bon, ceci sont des affirmations d'ordre philosophique, mais la vie des sophistes ne consistait pas uniquement à émettre des opinions contre la vérité de la connaissance. La vie des sophistes consistait à apprendre l'art de parler, l'art de faire triompher son opinion. Les sophistes apprenaient à leurs auditeurs à faire triompher leur opinion et à triompher dans leur discours. Autrement dit, l'art de persuader. Peu importe la vérité et l'erreur, peu importe le bien et le mal, il faut avoir raison, c'est tout. Il faut avoir raison. Alors c'est en ceci qu'ils rencontraient un certain succès, parce que ça donnait l'impression qu'ils avaient une science universelle. Et l'un d'eux dit très bien, supposez qu'on fasse une assemblée, qu'il y ait une assemblée politique, et qu'on examine des décisions à prendre à propos d'une maladie, eh bien celui qui triomphera dans l'assemblée, ce ne sera pas le médecin, ce sera l'orateur. C'est lui qui obtiendra l'approbation de l'assemblée. Et le médecin, fût-il très compétent, eh bien, ne sera pas approuvé par l'assemblée. C'est tout à fait réaliste, je pense. Bien sûr, c'est assez... d'une certaine manière, c'est assez pessimiste pour la démocratie, en tout cas, bien sûr, pour le pouvoir des assemblées. Alors, pour vous rendre compte, alors, la conclusion, vous voyez, même si la thèse n'est pas exprimée telle qu'elle chez les sophistes, je précise bien, la thèse n'est pas exprimée telle qu'elle chez les sophistes, mais enfin, ça revient à cela, c'est que le langage ne signifie pas, mais il est un objet, il est une chose en lui-même qui permet d'agir. Vous voyez ? Il ne s'agit pas de dire un objet, il s'agit d'agir sur l'interlocuteur pour lui faire faire ce qu'on veut lui faire faire, pour le convaincre. Vous voyez ? Il ne s'agit pas d'enseigner, de donner une chose, de signifier une chose. Le langage ne signifie pas. Ça revient à ça, en définitive. Ça revient à ça, la sophistique. C'est de faire du langage un instrument d'action. On pourrait dire un instrument de communication, pour autant qu'on comprenne bien qu'il ne s'agit pas de communiquer des connaissances. Mais d'échanger quoi ? Pas des connaissances. D'agir. C'est vraiment une réduction de l'intelligence. Il ne s'agit pas de communiquer des connaissances, il ne s'agit pas de faire connaître, de signifier, il s'agit d'agir sur les auditeurs. Alors, je vous fais remarquer qu'en définitive, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La publicité et la politique actuelle sont une forme tout à fait technique de sophistique. Seulement aujourd'hui, on n'utilisera plus seulement le discours. À l'époque, on utilisait le discours. Et aujourd'hui, on utilise la télévision, on utilise la musique, on utilise les slogans, on utilise, vous avez qu'à voir les campagnes électorales aux États-Unis. On dit qu'une fois le président Reagan s'est invité, disons, à la réunion des publicitaires qui étaient en train de préparer la campagne. Il leur dit, écoutez, puisque vous êtes en train de vendre une savonnette, eh bien, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir de voir la savonnette. Bon, il s'agit c'est tout affaire de publicité, n'est-ce pas, de savoir s'adresser. Il ne suffit pas d'avoir raison, il faut savoir comment faire passer les choses. Voilà. Notez que c'est vrai, enfin, il y a une part de vérité là-dedans, de toute façon. Bien. Je vais vous citer quelques textes pour illustrer mes propos. Vous comprenez bien. Quelques exemples. Par exemple, celui-ci. Attendez, je me trompe. Un extrait du livre Gamma de la métaphysique, au chapitre 5. Alors, on cite un des ancêtres des sophistes. Donc, avant, n'est-ce pas, avant l'époque des sophistes, mais qui revient à peu près à la même pensée. Un peu très court passage.
Alors, Aristote ici fait allusion au philosophe dont nous avons déjà parlé d'ailleurs, Héraclite, qui considère que tout change. Bon. Et il dit ceci: cette manière de voir s'épanouit dans la plus radicale de toutes les doctrines que nous avons mentionnées, qui est celle des philosophes se disant disciples d'Héraclite, et telle que l'a soutenue Cratyle. Ce dernier en venait finalement à penser qu'il ne faut rien dire, et il se contentait de remuer le doigt. Il reprochait à Héraclite d'avoir dit qu'on ne descend pas 2 fois dans le même fleuve, car il estimait, lui, qu'on ne peut même pas le faire une fois. Le mouvement radical. Le scepticisme, le mouvement ne peut pas être plus radical que cela. Au livre Kappa, chapitre 6. La doctrine de Protagoras est voisine. Le livre Kappa reprend des éléments des autres livres. C'est un livre qui est rarement étudié, parce qu'en fait il ne fait que répéter ce qu'il dit ailleurs, mais la manière dont les choses sont expliquées ici, pour nous en tout cas, est intéressante. La doctrine de Protagoras est voisine des opinions que nous venons de discuter. Ce philosophe prétendait en effet que l'homme est la mesure de toute chose, ce qui revient à dire que ce qui paraît à chacun est la réalité même. Cela posé, il en résulte que la même chose est et n'est pas, est à la fois bonne et mauvaise, et que toutes autres affirmations opposées sont également vraies. Du fait que souvent la même chose paraît belle à ceux-ci et tout le contraire à ceux-là, et que ce qui apparaît à chaque homme est la mesure des choses. Bon, alors après, Aristote réfute, bien sûr. Autres exemples tirés de certains dialogues de Platon. Bon, Platon a exprimé son œuvre à l'aide de dialogues. Et dans ces dialogues, ils mettent en scène des sophistes. Les sophistes ont existé. Bien sûr, ce sont des dialogues qui n'ont pas prétention historique, je ne pense pas, mais qui nous retracent quand même l'atmosphère. Donc même si les détails des histoires qui sont racontées par Platon ne sont peut-être pas vrais, je ne pense pas qu'il ait tout inventé. Et il y a des éléments qui nous permettent de bien nous rendre compte de ce qu'était la sophistique. Alors par exemple, des extraits du dialogue intitulé Protagoras. Alors, je précise, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas une œuvre de Protagoras, c'est un dialogue de Platon, une œuvre de Platon qui s'appelle Protagoras et qui met en scène le sophiste Protagoras. Bon. Non, pardon, c'est sur le théète, mais enfin, le titre du dialogue est théète, mais ce dialogue se rapporte à Protagoras. Voici ce que dit Protagoras. Moi, je soutiens que la vérité est, comme je l'ai écrit, mesure et chacun de nous de l'existence de ce qui est et de la non-existence de ce qui n'est pas. Par des milliers de points diffère celui-ci de celui-là, par le fait même qu'autres sont l'être et l'apparence des choses relativement à l'un ou relativement à l'autre. Quant à la science et aux savants, il s'en faut de beaucoup que je nie que leur être m'apparaisse. Mais celui-là même que je dis savant, c'est celui qui sait, pour n'importe lequel d'entre nous, à qui appartiendrait la représentation et partant l'existence des choses mauvaises, opérer la transmutation en choses bonnes de ces représentations et existences. Autrement dit, la science consiste à transformer les choses apparemment bonnes en choses apparemment mauvaises ou vice-versa. Oui, je pense qu'alors que le mauvais état de l'âme formait des opinions qui étaient filles de ce qu'est leur mère, à rebours, un bon état de l'âme aura formé des opinions bonnes, produites de l'imagination, que certains, par inexpérience, appellent vraies. Pour moi, il y en a qui sont meilleures que d'autres, mais pas de plus vraies. Donc il y a des opinions meilleures, il n'y a pas des opinions plus vraies. Quant aux savants, eh bien, dans l'ordre du corps, je dis, ce sont les médecins. Dans l'ordre des plantes, les paysans. Car je soutiens que ceux-ci font naître dans les plantes, au lieu de sensations mauvaises, lorsqu'une d'elles s'étiole, des sensations et des dispositions meilleures et assainissantes. Quant aux savants et aux bons orateurs, ils font paraître meilleurs à l'opinion des cités les mesures justes à la place des mauvaises. Donc le rôle des orateurs et des savants, c'est de faire paraître à l'opinion les mesures justes à la place des mesures mauvaises. Voilà. De faire paraître toutes choses qui, relativement à l'opinion de chaque cité, ont l'apparence du bon et du juste, sont estimées par ces cités en avoir aussi l'être tout le temps qu'elles l'estiment. Mais le savant les fait paraître à leur opinion comme réellement meilleures à la place de celles qui sont mauvaises.
Pour les mêmes raisons, le sophiste qui a les moyens d'instruire ainsi ses élèves est un savant et mérite de recevoir de fortes sommes de ceux qu'il instruit. Aussi, il y a des gens qui sont plus savants que d'autres, bien que nul n'ait d'opinion fausse. Et toi, bon gré mal gré, tu dois admettre que tu es mesure, car cette thèse te tire saine et sauve de toutes les embûches. Bon, autrement dit, on a toujours raison. Bon, c'est ce qu'on appelle la largeur d'esprit. Quelques petits épisodes sur Protagoras, tirés de Diogène Laërce, que je vous citais la dernière fois. Protagoras, fils d'Arténon, ou selon Apollodore et Dinon, au livre 5 de ses histoires perses, de Méandrios, naquit à Abdère. Lui et Prodicos de Céos recevaient des honoraires pour les conférences qu'il donnait. Platon, dans le Protagoras, dit que Prodicos avait une voix basse. Protagoras fut l'élève de Démocrite. Alors, vous voyez, les atomistes. Les atomistes, donc, qui insistent sur un mouvement perpétuel des atomes, voyez, eh bien, quand vous passez de la physique à l'épistémologie, vous aboutissez à la sophistique. Protagoras fut l'élève de Démocrite. Il fut le premier à dire qu'il existe sur chaque sujet deux arguments opposés l'un à l'autre, et il fut le premier à mettre en pratique ce principe d'argumentation dialectique. Il commença une fois un ouvrage de cette façon, L'homme est la mesure de toute chose. Il disait que l'âme n'est rien si on la sépare des sens, ainsi que Platon le dit dans le Théète, et que toutes choses sont vraies. Dans un autre ouvrage, il commença ainsi, des dieux je ne puis savoir, ni qu'ils existent, de l'homme, etc. Compte tenu du commencement de cet ouvrage, il fut expulsé par les Athéniens, et on brûla ses livres sur l'agora, après qu'un héros fut allé les saisir au domicile des particuliers qui en possédaient. C'est lui qui le premier reçut 100 mines d'honoraires. Le premier encore, il distingua les temps des verbes, établit la force de l'à-propos, c'est-à-dire le fait de parler à propos d'un argument qui tombe au temps convenable, organisa d'ajoutes oratoires et proposa des sophismes aux chicaneurs. Laissant de côté la pensée, il fit porter la discussion sur le mot et donna naissance à la race à présent très répandue des héristiques, c'est-à-dire des disputeurs, de sorte que Timon dit de lui, Protagoras, placé au cœur de la mêlée et qui dispute si bien. Alors, ça nous fait voir qu'on doit quand même aux sophistes un certain art dialectique et une certaine logique élémentaire, un certain art de la dispute, une certaine méthode de discussion, vous voyez. Même si ça a été dévoyé, ils ont quand même apporté quelque chose à la philosophie. C'est lui aussi qui, le premier, innova la forme socratique des discours. Et l'argument d'Antisthène qui s'efforce de démontrer qu'il n'est pas possible de contredire. C'est lui qui, le premier, s'en servit dans la discussion. Le premier encore, il démontra comment entreprendre des réfutations d'une thèse opposée. Il inventa le premier le coussin sur lequel les portefaix font reposer les colliers, selon le dire d'Aristote dans De l'éducation. Car lui-même avait été portefaix, comme Épicure l'assure quelque part. Et c'est ainsi que Démocrite, ayant vu son habileté à faire des fagots, l'avait arraché à sa condition. Voilà. Comme quoi, voilà comment on fait carrière. Bon. C'est lui qui divisa. Alors, ça c'est intéressant, parce qu'on voit l'apport des sophistes à la rhétorique et à la dialectique. C'est lui qui, le premier, divisa le discours en 4 parties, le souhait, l'interrogation, la réponse et l'injonction. Selon d'autres, en 7. Bon. Alcidamas, lui, dit qu'il y a 4 formes de discours, l'affirmation, la négation, l'interrogation et la déclaration. Bon, on peut discuter là-dessus, mais le fait de partager le discours. Toujours à propos de Protagoras, c'est tiré de Sextus Empiricus, un homme que nous verrons par la suite. Protagoras veut que l'homme soit mesure de toute chose, de l'existence de celle qui existe et de la non-existence de celle qui n'existe pas. Mesure désignant le critère, chose désignant les réalités. Ainsi peut-il soutenir que l'homme est le critère de toutes les réalités, de l'existence de celle qui existe et de l'inexistence de celle qui n'existe pas. Aussi ne pose-t-il pour lui que l'existence des phénomènes, et ainsi il introduit la relation. Cet homme dit donc que la matière est labile, et que s'écoulant continuellement, donc la matière s'écoule, labile, c'est-à-dire celle qui s'est s'écoulée, et que s'écoulant continuellement, il se produit des additions à la place des choses qui disparaissent, et que les sens se transforment et s'altèrent selon les âges et selon les dispositions des corps. Il dit encore que les raisons de tous les phénomènes résident dans la matière,
de sorte que la matière peut, pour autant qu'il dépend d'elle, être toutes les choses qui sont représentées à tous. Donc il y a quelque chose d'héraclitéen là-dedans, vous voyez. Que les hommes, en vertu des différences de leur disposition, perçoivent tantôt une chose, tantôt une autre. L'homme normal, en effet, perçoit normalement les objets qui sont en la matière, et l'homme anormal pathologiquement. Il en va de même aussi en fonction de l'âge, selon le sommeil et la veille, et selon chaque forme des dispositions. Donc selon l'humeur du jour, on a l'apparence de telle et telle chose. Donc nous sommes la mesure de toute chose parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a. L'homme devient selon lui-même le critère des existants. Tous les phénomènes représentés aux hommes existent et ceux qui ne sont représentés à aucun n'existent pas. Nous voyons donc qu'il dogmatise à propos de la labilité de la matière et aussi quand il dit que résident en elle les raisons de tous les phénomènes, choses pour nous obscures et sur lesquelles nous suspendons notre jugement. Bon, ça c'est ce que dit l'auteur, nous parlerons de cet auteur plus tard, qui sera un auteur qui sera encore plus radical que les sophistes. Des extraits maintenant du... oui, toujours à propos d'un autre sophiste, Gorgias. Je ne donne pas la source, peu importe. La Sicile a produit Gorgias de Léontium, à qui nous devons penser qu'il faut faire remonter l'art des sophistes en le tenant pour père. Car si, prenant Échille, nous réfléchissons aux nombreux apports dont il enrichit la tragédie, en la dotant du costume, du cothurne qui rehausse de figures de héros, de messagers du dehors et de messagers du palais, de règles pour ce que la scène doit montrer ou cacher, nous voyons que c'est précisément ce que Gorgias a fait pour ses confrères. Bon, enfin, vous voyez, la comparaison. L'auteur ici compare et dit ce que Échille a fait pour la tragédie, donc Échille, le grand dramaturge grec, dont j'espère que vous avez entendu parler, Gorgias l'a fait pour la sophistique. Voilà. En effet, il a donné le branle aux sophistes par l'inattendu du style, la puissance du souffle, la forte traduction de fortes pensées, par ses constructions soudain brisées et ses transitions abruptes, qui rendent plus agréable et plus percutant le discours. Donc il semble que ce soit un très grand orateur, très grand littéraire. Mais il l'enveloppa aussi de noms poétiques par souci de beauté et de noblesse. Que par ailleurs, il fut un très aisé improvisateur, je l'ai indiqué au début de mon propos. Et si la plupart trouvèrent étonnants les discours que déjà vieillissant il faisait à Athènes, cela n'a rien d'étonnant, car il mit sous sa coupe, je crois, d'authentiques notables, aussi bien des jeunes gens comme Critias et Alcibiade, que des hommes déjà mûrs comme Thucydide et Périclès. Agathon, le poète tragique, que la comédie tient pour un homme habile et pour un beau parleur, gorgianise souvent d'enseignant. Gorgianise, il veut dire que, bon, ça c'est un néologisme, il veut dire qu'il imite Gorgias dans ses vers. Bon. Il brilla aussi d'un rare éclat au panégyrie des Grecs, et fit retentir son discours pitique du haut de l'autel. Panégyrie, c'est-à-dire un discours qui célébrait un personnage. C'est pourquoi on lui dédia une statue d'or dans le temple du Pythien. Son discours olympique eut une considérable importance politique, car voyant la Grèce déchirée, il se fit pour ses enfants l'avocat de leur union, les retourna contre les barbares et les persuada de faire, non de leur mutuelle cité, mais du pays des barbares, l'enjeu de leur lutte. Son oraison funèbre qu'il prononça à Athènes fut proférée en l'honneur des soldats tombés au combat, auxquels les Athéniens faisaient des funérailles nationales, accompagnés d'éloges, et témoigne d'un savoir-faire prodigieux. Car bien qu'il dressa les Athéniens contre les Mèdes et les Perses, et y développa le même thème que dans son discours olympique, il n'y souffla pas mot du thème de la concorde entre Grecs, parce qu'il s'adressait à des Athéniens follement épris d'une suprématie dont la conquête n'allait pas sans options activistes. Aussi développa-t-il en termes élogieux leur victoire sur les Mèdes, démontrant à ses auditeurs que si les succès remportés sur les barbares réclamaient des hymnes de joie, ceux remportés sur les Grecs appelaient des lamentations funèbres. Gorgias, dit-on, vécut jusqu'à l'âge de 108 ans. Son corps avait su résister aux décrépitudes de la vieillesse, et même il jouissait d'une santé parfaite, ses sens ayant gardé toute leur verdeur. Voilà, personnage haut en couleur, très brillant orateur, vous voyez, très marqué la vie d'Athènes. À propos de ce même Gorgias, alors un extrait
non pas indirectement d'une de ses œuvres, c'est-à-dire c'est un auteur postérieur qui rapporte les paroles de Gorgias. C'est intéressant au point de vue ce n'est pas du tout superficiel. Et même s'il est appréhendé, si l'être, c'est le fameux discours à propos du non-être, de l'être et du non-être, si l'être est appréhendé, il est incommunicable à autrui. Car s'il existe des êtres extérieurs à nous, objets de la vue, de l'ouïe ou du sens commun, ceux qui sont visibles étant saisis par la vue, les audibles par l'ouïe, et non inversement, comment pourront-ils être révélés à autrui? Autrement dit, comment voulez-vous révéler à autrui ce que vous avez vu? C'est par la parole que nous désignons les objets, mais la parole n'est ni les substances, ni les êtres. Donc ce ne sont pas les êtres que nous communiquons à l'interlocuteur, mais un discours qui diffère des substances. Vous communiquez aux autres vos paroles, mais vous ne communiquez pas aux autres les choses. Et de même aussi que l'objet visible ne peut devenir audible, et inversement. De même, puisque l'objet demeure un être extérieur à nous, il ne peut se changer en un discours qui soit le nôtre. Et échappant au discours, il ne peut être clairement traduit à autrui. D'ailleurs, dit-il, le langage est formé à partir des impressions causées par les objets extérieurs ou sensibles. Car de la rencontre de leur saveur prend naissance en nous la parole proférée à l'endroit du goût, comme de la perception de la couleur naît la parole relative à la couleur. Or, s'il en est ainsi, ce n'est pas le langage qui pose l'existence de l'objet extérieur, mais l'objet extérieur qui se trouve révélé dans le langage. Bon. Et alors il explique par la suite, le langage ne nous en apprend pas plus long sur les objets réels qu'eux-mêmes sur la nature d'objets qui leur sont différents. C'est-à-dire, le langage ne va rien nous apprendre sur les objets, parce que les objets eux-mêmes ne peuvent pas nous apprendre quelque chose sur les autres objets. Bon. Une table ne nous dit rien sur la vigne, eh bien une parole ne nous dit rien sur la vigne non plus, parce que la parole et la vigne sont deux choses complètement différentes. Voilà, tout simplement. Et alors vous retrouvez aujourd'hui, ne croyez pas que ce que nous faisons c'est de l'Antiquité qui n'a aucun intérêt, nous retrouvons à peu de choses près de tels thèmes, dans des termes un peu différents, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie analytique. C'est une philosophie qui est à la mode dans les pays anglo-saxons. La philosophie analytique, certains, c'est un courant de philosophie dont il ne faut pas tout assimiler, mais certains philosophes contemporains considèrent également que le langage n'a pas de signification. Et qu'on par conséquent on ne peut pas se comprendre les uns les autres, et qu'on ne peut pas traduire d'une langue à l'autre. Oui. Oui, il se sert du langage, il ne se sert pas du petit doigt, c'est plus raffiné, effectivement. Mais disons, c'est négatif, vous voyez. C'est négatif, c'est de faire sentir que le langage est un absolu. Oui, mais il associe au mot quand même une signification. Voilà, alors on pourrait opposer l'argument, mais je pense que leur doctrine est peut-être plus subtile que ça quand même, mais on pourrait opposer l'argument d'Aristote. C'est que si l'argument classique d'Aristote dans les métaphysiques, c'est que si votre discours ne signifie rien, taisez-vous. Voilà. Et si ça signifie quelque chose, bien vous êtes au moins d'accord sur une chose, que ce que vous signifiez n'est pas ce que vous ne signifiez pas. Bon, mais c'est fondamentalement la réfutation du scepticisme et de la sophistique repose là-dedans, bon, c'est sûr. Mais vous voyez, ce sont des choses tout à fait actuelles. Hein. Vous avez des philosophes actuellement qui tiennent que le langage a des limites de signification. Vous voyez, et je vous citais le cas également de la logique mathématique, une certaine conception de la logique mathématique. Bon. Pour rendre les choses plus vivantes, je vais vous citer quelques passages du Protagoras de Platon. Pour nous, après avoir franchi la porte, nous avons passé quelques instants à regarder ce tableau. Puis nous nous sommes avancés vers Protagoras et je lui ai dit, donc c'est le personnage qui parle, je pense que c'est Socrate, et puis il va avec un de ses compagnons et il va voir Protagoras. Bon. C'est toi que nous cherchons, Protagoras, Hippocrate que voici et moi. Voulez-vous me parler en particulier ou en présence de tout le monde? Oh, cela nous est égal à nous, mais écoute ce qui nous amène et vois toi-même. Qu'est-ce qui vous amène? Voilà. Hippocrate que voici est d'Athènes, fils d'Apollodore, d'une maison considérable et opulente. Personnellement, il paraît aussi bien doué qu'aucun jeune homme de son âge. Il aspire, je crois, à tenir un rang illustre dans l'État, et il croit que le meilleur moyen d'y réussir est de prendre tes leçons. Vois maintenant s'il te convient de nous entretenir là-dessus en particulier ou devant les autres. C'est bien fait à toi, Socrate, de veiller avec cette prévoyance à mes intérêts, car un étranger qui vient dans de grandes villes pour y persuader à l'élite des jeunes gens de quitter toute autre société de parents et d'étrangers, soit vieux, soit jeune pour s'attacher à lui,
afin de devenir meilleur par son commerce, un étranger qui fait cela doit user de circonspection, car c'est un métier qui soulève contre lui des jalousies, des haines et des embûches redoutables. Pour moi, j'ose affirmer que la profession de sophiste est ancienne. Mais ceux qui la pratiquaient dans les premiers temps, craignant la défaveur qui s'y attache, la pratiquaient sous le déguisement ou le voile de la poésie, comme Homère, Hésiode, Simonide, ou des mystères et des oracles comme Orphée, Musée et leurs disciples. J'ai remarqué que quelques-uns même l'abritaient derrière la gymnastique, comme Icos de Tarente et cet Hérodicos de Célimbrie, originaire de Mégare, sophiste encore vivant qui ne craint aucun rival. C'est sous le manteau de la musique que votre Agathoclès, ce grand sophiste, s'est caché, ainsi que Phitoclès de Céos et beaucoup d'autres. Tous ces gens-là, je le répète, ont pris prétexte de César pour se mettre à l'abri de l'envie. Pour moi, je ne partage pas leur avis sur ce point, persuadé que je suis qu'ils ont entièrement manqué leur but. Car ceux qui détiennent le pouvoir dans les cités ne se laissent pas prendre à ces finesses imaginées pour eux. Quant à la foule, elle ne s'aperçoit pour ainsi dire de rien, elle répète seulement ce que ceux-ci lui font dire. Vouloir se dérober, comme un esclave marron, alors qu'on y peut réussir et qu'on est forcément découvert, c'est folie même de l'entreprendre, et cela ne peut aboutir qu'à renforcer la malveillance. Car c'est ajouter la fourberie aux autres griefs que le vulgaire a contre nous. Autrement dit, faire semblant d'exercer n'importe quelle profession alors qu'on est un sophiste, eh bien c'est une erreur de stratégie. Aussi, moi, je suis sur une voie différente. Je confesse que je suis un sophiste, je le dis franchement, voilà, et que j'instruis les autres. Et je crois ma précaution meilleure que la leur et qu'il vaut mieux avouer que de nier. Outre cette précaution, j'en ai imaginé d'autres, de manière à éviter, avec l'aide de Dieu, les disgrâces que je pourrais encourir en me donnant pour sophiste. Il y a pourtant déjà bien des années que j'exerce cette profession, et le total de mes années est considérable, et il n'y en a pas un d'entre vous dont, par mon âge, je ne puisse être le père. Aussi, rien ne peut me faire autant de plaisir, si vous le voulez bien, que de traiter toutes ces questions devant toute la compagnie qui est ici. Voilà. Alors, moi, qui me doutais bien qu'il voulait se faire valoir en montrant à Prodicos et à Hippias que nous étions venus pour l'amour de lui, je lui dis alors, il faut vite appeler Prodicos et Hippias et ceux qui sont avec eux pour qu'ils vous écoutent. Ah oui, dit Protagoras. Voulez-vous, dit Callias, que nous disposions des sièges pour une assemblée afin que vous parliez assis? Ce fut l'avis général. Et tous, joyeux à la pensée d'entendre parler des savants, nous avons pris nous-mêmes les bancs et les lits pour les disposer près d'Hippias, car c'est là que se trouvaient déjà les bancs. À ce moment, Callias et Alcibiade amenaient Prodicos, qu'ils avaient fait lever de son lit, et les gens qui étaient avec lui. Oui, bon, évidemment, les gens faisaient un peu la grasse matinée à l'époque. Ils avaient des esclaves qui faisaient le travail, et on pouvait se permettre de passer son temps à parler, hein, bien sûr. Bon, alors voyez l'atmosphère, n'est-ce pas? Ça vous permet de voir un petit peu l'ambiance, disons. Bon. Prenons un dialogue sur le vif. Cette fois, c'est extrait non pas du Protagoras, mais de l'Eutydème, de Platon. Alors, je vous rapporte la discussion, simplement. Et maintenant, comment pourrais-je te rapporter fidèlement ce qui suivit? Il raconte l'histoire, comment ça s'est passé. Ce n'est pas une tâche facile de pouvoir ressaisir les détails de cette prodigieuse sagesse. Aussi, comme les poètes, j'ai besoin, en commençant mon récit, d'invoquer les muses et Mnémosyne. Quoi qu'il en soit, voici à peu près, je crois, par où commença Eutydème. Alors Eutydème, c'est le sophiste, n'est-ce pas? Le sophiste enseigne quelqu'un, par le dialogue. Quels sont, Clinias, les gens qui apprennent? Les savants ou les ignorants? Le jeune homme, à cette question difficile, se mit à rougir, et embarrassé, tourna les yeux vers moi. Et moi, le voyant troublé. Courage, Clinias, lui dis-je, réponds bravement ce qui te paraît juste, car il se peut fort bien qu'il te rende en ce moment le plus grand service. Donc, il dit, si tu veux être enseigné par le sophiste, il ne faut pas hésiter, il faut répondre à ces questions et essayer de dialoguer. Cependant, Dionysodore, se penchant un peu, donc un troisième personnage, se penchant un peu à mon oreille, le visage épanoui dans un sourire, je t'en préviens, Socrate, quoi que réponde le jeune homme, il sera réfuté. Pendant qu'il me parlait ainsi, Clinias donnait justement sa réponse, de sorte que je ne pus même pas l'engager à prendre garde. Il avait répondu que c'étaient des savants qui apprenaient. Alors Eutydème, y a-t-il des gens que tu appelles maîtres, demanda-t-il, ou n'y en a-t-il pas? Il en convint. Les maîtres ne sont-ils pas maîtres de ceux qui apprennent, comme le citariste et le maître d'école ont été, n'est-ce pas? Tes maîtres et ceux des autres enfants, tandis que vous étiez leurs élèves. Il tomba d'accord. N'est-il pas vrai que lorsque vous appreniez, vous ne saviez pas encore ce que vous appreniez?
Non, dit-il, nous ne savions pas. Étiez-vous donc savant lorsque vous ne le saviez pas? Non, certes, dit-il. Donc si vous n'étiez pas savant, vous étiez ignorant. Et c'est vrai. Donc en apprenant ce que vous ne saviez pas, vous étiez ignorant quand vous l'appreniez. Le jeune homme fit signe que oui. Ce sont donc les ignorants qui apprennent, Clinias, et non les savants, comme tu crois. À ces mots, comme un chœur au signal du maître, tous les gens qui suivaient Dionysodore et Euthydème éclatèrent en applaudissements, mêlés d'éclats de rire. Le jeune garçon n'avait pas eu le temps de respirer à son aise que Dionysodore, saisissant la balle à son tour, lui pose cette question. Dionysodore, donc c'est l'autre sophiste qui travaille avec l'autre. Dis-moi, Clinias, quand le maître vous récitait quelque chose de vive voix, quels étaient les enfants qui apprenaient la récitation? Les savants ou les ignorants? Les savants, dit Clinias. Ce sont donc les savants qui apprennent, et non les ignorants. Et tu n'as pas bien répondu tout à l'heure à Euthydème. Ce fut alors un redoublement de rires et d'applaudissements parmi les amis des deux hommes, dont la science excitait leur admiration. Nous autres, nous étions muets de saisissement. Et voici en notre stupéfaction, Euthydème voulut accroître encore notre admiration, et au lieu de lâcher le jeune homme, il continua à l'interroger, et comme les bons danseurs, il fit tourner ses questions 2 fois sur le même sujet. Est-ce que, demanda-t-il, ceux qui apprennent ce qu'ils savent ou ce qu'ils ne savent pas? Et de nouveau, Dionysodore me chuchota légèrement. C'est un nouveau tour, Socrate, pareil au premier. Oseuse, repartis-je, il n'y a pas à dire. Le premier nous avait déjà paru bien joli. Toutes nos questions, Socrate, reprit-il, sont de la même force. On ne peut s'en démêler. Aussi, répliquai-je, vous me semblez être en haute estime chez vos disciples. Pendant ce temps, Clinias avait répondu à Euthydème que ceux qui apprennent ce qu'ils ne savent pas. Celui-ci poursuivit ses interrogations dans le même esprit qu'auparavant. Eh bien, dit-il, ne sais-tu pas les lettres? Si, dit-il. Ne les sais-tu pas toutes? Il en convint. Or, quand on récite quoi que ce soit de vive voix, n'est-ce pas des lettres que l'on récite? Il en convint. On récite donc, poursuivit-il, une partie de ce que tu sais, s'il est vrai que tu le saches toutes. Il en convint encore. Eh bien, reprit-il, n'apprends-tu pas, toi, ce qu'on récite? Et est-ce celui qui ne sait pas ces lettres qui apprend? Non, dit le garçon, c'est moi qui apprends. De là, dit-il, n'apprends-tu pas ce que tu sais, s'il est vrai que tu saches toutes les lettres? Il en convint. À ce moment, autre dans l'Euthydème aussi, à ce moment, mon cher Criton, il n'y eut pas un des assistants qui ne portât au nu le raisonnement et les deux étrangers. Il riait, battait des mains, exultait jusqu'à éclater ou peu s'en faut. Jusqu'alors, tous les raisonnements d'Euthydème avaient été l'un après l'autre bruyamment et hautement applaudis. Mais par ses seuls amis. Mais ici, tu aurais pu croire que les colonnes mêmes du lycée acclamaient ces deux hommes et manifestaient leur joie. Moi-même, je me sentis porté à confesser que jamais encore je n'avais vu d'hommes aussi habiles, et complètement subjugués par leur sagesse, je me mis à les louer et les vanter tous les deux, et je leur dis, alors ça c'est Socrate qui parle, heureux hommes d'être si admirablement doués, et d'être si vite et en si peu de temps venus à bout d'une chose si importante. Il y a dans vos discours, Euthydème et Dionysodore, une foule de belles choses, mais il y en a une particulièrement magnifique, c'est que vous n'avez cure de la plupart des hommes, notamment des gens sérieux, et qui passent pour des hommes de valeur, et que vous ne vous inquiétez que de vos pareils. Je suis bien sûr que vos discours ne sauraient satisfaire qu'un très petit nombre de gens qui vous ressemblent. Les autres les considèrent si peu qu'ils rougiraient plus de s'en servir pour réfuter quelqu'un que d'être réfutés eux-mêmes. Vos discours offrent aussi quelque chose de civil et de gentil. Quand vous déclarez qu'il n'y a rien de beau, ni de bon, ni de blanc, ni aucune chose de ce genre, et qu'il n'en existe absolument aucune qui soit différente d'une autre, il est bien vrai qu'effectivement, vous cousez la bouche aux autres, comme vous dites vous-même. Mais parce que ce n'est pas seulement aux autres, mais encore à vous-même, que vous paraissez le faire, c'est un procédé tout à fait gentil et qui ôte à vos discours ce qu'ils ont de choquant. Enfin, et c'est le point le plus important, votre science est de telle qualité, c'est une trouvaille si ingénieuse que n'importe qui peut la prendre en un moment. Je l'ai constaté moi-même en observant Ctésippe et en voyant avec quelle rapidité il s'est trouvé capable de l'imiter à l'impromptu. Votre affaire à tous deux est une belle chose, en tant qu'elle se prête à un enseignement rapide. Mais elle n'est pas faite pour la discussion publique. Et si vous m'en croyez, vous vous garderez de parler devant un nombreux auditoire, de peur qu'ayant vite appris ce que vous enseignez, il ne vous en sache aucun gré. Autant que possible, discutez à vous deux, seul à seul. Discutez entre vous deux, seul à seul. Sinon, si vous le faites en présence de quelque autre, que ce soit celui-là seul qui vous donne de l'argent. Ces mêmes conseils, si vous êtes sage, vous les donnerez aussi à vos disciples, qu'ils ne discutent jamais avec personne, sinon avec vous et entre eux. Car c'est la rareté Euthydème qui met le prix aux choses. L'eau est au contraire à très bon marché, quoiqu'elle soit le meilleur des biens, d'après Pindare.
Mais allons, dis-je, voyez à nous recevoir Clinias que voici et moi au nombre de vos disciples. La manière dont Socrate commence à entamer ses rapports avec les sophistes. Bien, alors vous avez vu un peu quel genre de personnage, voilà, quel genre de choses. Et vous voyez, d'après ces rapports de Platon, que le grand ennemi des sophistes, eh bien, c'était Socrate. Parce que Socrate, qui est mort en 399 avant Jésus-Christ, lui-même n'a rien écrit, il n'avait pas pour but de donner une doctrine, mais simplement contre les sophistes, de redonner le goût de la recherche de la vérité. Le goût de la recherche de savoir ce que sont les choses. Autrement dit, c'était, je dirais, la réaction de l'intelligence contre ceux qui voulaient détruire l'intelligence pour la ramener à une simple habileté oratoire. C'est la défense de la raison, c'est la défense de l'intelligence. Tout simplement. C'est le médecin contre les sophistes. Pour lui, il faut rechercher la vérité et le bien. Les sophistes disent, chacun a sa vérité, chacun a son bien. Eh bien, Socrate dit, non, il faut chercher. Il ne dit pas, j'ai trouvé. Non, ce n'est pas un dogmatique. Il dit, il faut chercher. Donc d'abord l'interrogation. D'abord l'interrogation des choses et des hommes. Et par conséquent, le dialogue. Mais vous comprenez le dialogue, la différence. Le dialogue sophistique, c'est pas pour chercher la vérité. Le dialogue socratique, c'est pour chercher la vérité. Et si on parle aujourd'hui de dialogue, eh bien je crois que précisément, on doit faire la différence. Vous voyez, analogiquement, il ne faut pas trop transposer. Mais le dialogue écuménique, eh bien c'est une sorte de sophistique. C'est un peu dans la même catégorie que la sophistique, parce qu'en fait, on dialogue, mais on ne cherche pas la vérité. On dialogue pour confronter les opinions, et à chacun sa religion. C'est une sorte de sophistique. Mais cela ne doit pas nous faire mépriser le dialogue en tant que tel. Le dialogue qui a pour but de chercher la vérité. Bon, à ceci près que pour une religion révélée, c'est sûr que le dialogue ne convient pas, puisqu'il y a la vérité. Mais pour la philosophie, pour la nature, le dialogue est tout à fait convenable. Alors, je me permets de vous dire à ce propos-là, s'il vous arrive de faire de la philosophie, s'il vous arrive de discuter avec différentes personnes, peu importe lesquelles, et que vous êtes au plan de la nature, au plan de la philosophie, eh bien, gardez-vous d'asséner des thèses en disant c'est comme ça. Ça, c'est de la théologie, mais c'est pas de la philosophie. Voyez. Si vous discutez, parce que je pense à des choses tout à fait concrètes quand je dis cela, si vous entendez discuter avec quelqu'un au sujet de l'existence de Dieu, de l'immortalité de l'âme, de la philosophie politique, enfin bref, d'une question agitée, bon, si vous faites appel à la révélation, vous avez le droit et même le devoir de dire, mais Dieu, la vérité, l'Église, la révélation enseigne que. Très bien. Mais si nous sommes dans un domaine philosophique ou naturel, gardez-vous d'asséner des thèses toutes faites. Surtout pas. On trouve parfois des manuels ou des opuscules, n'est-ce pas, qui vous donnent des thèses, au plan naturel, j'entends. C'est comme une espèce de révélation naturelle, c'est comme ça, on enseigne un système. Et alors évidemment, si vous vous adressez à des gens qui, même de bonne foi, qui cherchent la vérité, vous ne pourrez pas les conduire à la vérité. Ils seront écrasés par votre affirmation, et puis c'est tout. On arrivera. Non, le dialogue est très important, dans le bon sens du terme, dialogue socratique. Bien. Les moyens utilisés pour cela, eh bien, d'abord c'est l'ironie, nous verrons, quand on fera l'exposé sur Socrate, on en a des exemples, l'ironie, c'est-à-dire, vous en avez vu le début tout à l'heure, que vous voyez quand Socrate commence à louer Eutydème, mais c'est l'ironie, bien sûr. Pourquoi ? Pour s'amuser ? Non, pas pour s'amuser. Pour réfuter la fausse science. Pour réfuter la fausse science. Et puis il s'agit par le dialogue d'engendrer, de faire accoucher la vérité dans l'esprit de l'interlocuteur. Il s'agit de faire accoucher la vérité. C'est-à-dire, en posant des questions à l'interlocuteur, vous lui faites découvrir la vérité. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, que les gens découvrent, parce que des fois ils comprennent, s'ils ont découvert eux-mêmes, ils ont compris. Tandis que s'ils n'ont pas découvert eux-mêmes, ils apprendront par cœur les thèses que vous leur donnerez, et puis c'est tout. Voilà. Donc, engendrer la vérité, rechercher la définition, ça c'est un grand travail de Socrate, à propos de n'importe quoi, mais c'est pour trouver la méthode qui donne des exemples. On recherche la définition. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que la vertu ?
Qu'est-ce que c'est que l'art oratoire? Qu'est-ce que c'est que la musique? Voilà les questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce que c'est? Pour chercher la définition. Rechercher, autre manière, dit la même chose. Chasser l'essence. On parle de chasse aux essences. Chasse aux essences, je vous expliquais la dernière fois. La chasse aux essences, pour que... Bon, on voit des choses, on se demande ce que c'est, alors on recherche pour savoir ce que c'est. Voyez. Tel est le but de Socrate. Voyez. Donc c'est la réaction de l'intelligence. Voyez. S'il n'y avait pas eu Socrate, je dirais nous serions morts intellectuellement. Nous serions morts intellectuellement s'il n'y avait pas Socrate. C'est Socrate qui guérit l'intelligence, qui réordonne l'intelligence vers la vérité, qui ne dit pas, il dit je ne sais pas, je n'entends pas apporter une doctrine, je n'entends pas donner la vérité, mais ce que je sais, c'est qu'il faut la chercher. Et j'explique, je réveille les esprits pour leur apprendre à chercher la vérité.